Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition du Live Landois. Vous le savez, le Club Landois a été créé à l'initiative du groupe Bayard et il réunit des acteurs de tous horizons qui réfléchissent ensemble à la transition démographique. Nous organisons ces rencontres pour réfléchir sur cet enjeu majeur, mais aussi, surtout, pour faire avancer concrètement ces sujets dans les entreprises, dans la sphère publique. Alors, lors de nos deux premières éditions, nous nous sommes concentrés sur des aspects qui concernent en premier lieu les entreprises et leurs salariés. Les entreprises peuvent-elles se passer des seniors? C'était le thème de notre première rencontre. Quelle stratégie pour les entreprises face à la vague des départs à la retraite? Le thème de notre dernière rencontre. Et puis, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre enjeu, celui du logement. Quel logement pour les seniors de demain? Et pour échanger, j'accueille deux invités. Nadia Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Action Logement. Le groupe Action Logement a la charge de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Il a notamment en charge la gestion de ce qu'on a longtemps appelé le 1% logement, et à ce titre, il est un acteur majeur du renouvellement urbain et de la revitalisation des villes moyennes. Nous accueillons aussi Laurence Drac, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la fondation Agir contre l'exclusion, la FAS, qui réunit des acteurs privés, publics, associatifs dans la lutte contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté. Alors, nous avons 3 quarts d'heure ensemble, jusqu'à environ 12h45. Je vous invite, si vous suivez, vous qui suivez ces échanges, si vous le souhaitez, à poser des questions via l'onglet Q&R qui se trouve en bas de l'écran, et nous les transmettrons à nos deux invités. Je vais commencer par une question toute simple, d'abord par vous, Nadia Bouillet. Avant de parler de demain, de là où vous êtes, aujourd'hui, quels besoins identifiez-vous pour le logement des seniors? Alors aujourd'hui, nous, on détient un patrimoine d'1 million de logements abordables en France et dans notre patrimoine, je dirais, on loge un tiers de nos locataires ont aujourd'hui plus de 60 ans. Donc les besoins en fait qu'on identifie sont de deux ordres. Un besoin, je dirais, fort d'adaptation des logements, et puis deux, c'est les besoins de construction de logements justement avec une autre forme, et on va en parler, je pense, dans ce live aujourd'hui, c'est finalement quel type de logement on développe dans notre parc, puisque notre réflexion, elle est forcément prospective sur l'évolution de cette population qui grandit, et donc construire des logements avec des services spécifiques, mais aussi plus confortables et plus adaptés à ce vieillissement de la population. Laurence Drac, quel besoin de là où vous êtes à la FAS vous identifiez, vous, en termes de logement des plus âgés, des seniors? Alors, comme son nom l'indique, FAS s'occupe de lutter contre l'exclusion et donc des plus vulnérables. Moi, j'ai envie à la limite, de poser 4 mots ou de poser 4 questions. Comme vous le disiez, Nadia, voilà, quel que soit son état et quel âge qu'elle est, la personne est responsable, elle est adulte et au fond, elle a envie de vivre chez elle. Il faut la traiter comme un individu. C'est quand même au cœur de notre question, et de la laisser choisir, en tout cas le plus longtemps possible, de pouvoir vivre chez elle. Je rappelle que 4/5 des personnes meurent chez elles aujourd'hui en France, et donc en effet, comme le disait Nadia, il faut que le logement s'adapte à toute cette vie. On peut parler évidemment des différentes étapes entre 45 et les âges les plus vieux. On va parler de précarité énergétique, on va parler de domotique, on va parler de logement et d'habitat connecté. On a tous ces sujets à aborder. La deuxième question, c'est qu'on vit mieux chez soi à condition qu'on n'y soit pas tout seul ou isolé. Voilà, donc comment on fait aujourd'hui dans l'espace urbain, dans mon village, dans ma ville? On sait que 80% des Français vivent en ville et que la moitié de l'humanité vit en ville, mais il n'y a pas que les villes, et toutes les villes ne sont pas accueillantes pour les personnes âgées, en tout cas pas encore complètement. Comment est-ce qu'on fait pour adapter nos quartiers à la présence des personnes les plus âgées? Et puis comment on crée le lien aussi, le lien intergénérationnel si indispensable, le lien avec les autres, évidemment avec la famille, mais pas seulement. Voilà,
on s'occupe du logement et on s'occupe, j'allais dire, d'où il est. C'est ma deuxième question. Il faut aussi évoquer la dégradation de la vie, de la personne, de son état de santé. Et ça, c'est très important puisque pour le coup, chaque personne est unique et son évolution va être très variable. Donc, il faut penser à toutes ces solutions de soins prodigués à domicile. Voilà, comment est-ce que mon logement va s'ouvrir sur la société qui m'entoure et comment est-ce que je vais pouvoir adapter tout ça et puis pour toutes les autres, voilà, celles qui ne peuvent pas rester chez elles ou qui n'auront pas pu changer de chez soi, parce qu'on va, j'imagine, en parler aussi, pour ces 15% de personnes qui ont besoin d'être dans un environnement très spécifique et très protégé, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles vivent mieux? Juste aujourd'hui, on sait qu'un coût d'une personne en EHPAD, c'est 120 €. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à 180 ou peut-être un petit peu plus? On sait que on donne aujourd'hui le coût d'une personne handicapée accueillie, c'est 300 € par jour. Le coût d'une personne en psychiatrie, c'est 1 000 € par jour. En EHPAD, on est à 120 €. Comment est-ce qu'on fait pour passer à plus? On a vu pendant cette crise Covid des choses absolument extraordinaires dans les EHPAD et le soin qu'apportent toutes les personnes qui travaillent. Mais comment est-ce qu'on peut faire mieux avec plus de sous? Ça, c'est un peu une question. Alors, la clé de voûte pour moi, pour les 4 mots que je voudrais vous dire, c'est accès. Accès au droit, accès au logement, solidarité, lien social et intergénérationnel. Et la clé de voûte de tout ça, c'est de remettre la personne au cœur du système. Le senior, on va travailler sur les stéréotypes liés au vieillissement. On va travailler sur l'utilité sociale du senior. Le senior, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à apprendre aux autres. Et ça se passe aussi dans son logement. J'ai toutes ces questions à vous poser. Nadia Bouyer, à l'instant, Laurence Drac évoquait la pandémie. Est-ce qu'elle a mis en lumière de nouvelles problématiques liées au logement des seniors? Alors, oui, elle a mis en lumière pas mal de problématiques. Il faut aussi dire qu'elle a été aussi une belle occasion, en tout cas pour les bailleurs sociaux, de renouer le lien et de créer du lien. Parce que vu qu'on était tous en confinement, lors du premier confinement, il y a eu des démarches assez formidables qu'il faut souligner de l'ensemble des acteurs sociaux, hein, les bailleurs, mais aussi les associations, avec des démarches vraiment proactives pour aller vers ces seniors qui étaient pour le plus souvent isolés, donc avec des appels sortants des conseillères sociales qui ne pouvaient plus se déplacer mais qui ont appelé, avec beaucoup de solidarité qui s'est mis en place dans des immeubles pour aller faire les courses pour son voisin qui était âgé. Donc je pense que ça, c'était plutôt un bel, je dirais, élan de solidarité qui s'est développé en tout cas dans nos métiers. Et donc, on peut le saluer aujourd'hui dans ce live. C'est l'occasion de saluer tous les acteurs qui se mobilisent et qui sont mobilisés là-dessus. Après, elle a révélé, et notamment dans la problématique des EHPAD, c'est une certaine fragilité aussi de ce secteur. Et donc, nous, par rapport à ça, des incapacités, par exemple, d'accueillir de nouvelles personnes pendant ces phases où on était tous confinés, des difficultés dans certains EHPAD, et donc qui fragilise financièrement pas mal d'acteurs de ce secteur, qui est un secteur qui est très atomisé en fait finalement. Alors quelle réponse on peut apporter à ça? Je dirais, avant même la pandémie, un groupe comme Action Logement a dédié une foncière spécialisée sur le médico-social. Donc, c'est une foncière qui s'appelle Eneal. J'espère que tout le monde en a entendu parler, mais c'est aussi l'occasion d'en parler, qui était partie de l'idée qu'il faut un habitat de qualité et que beaucoup de gestionnaires, même avant la crise, mais encore plus depuis cette pandémie, avaient peut-être du mal je dirais, à boucler les plans de financement ou le financement. Laurence en parlait tout à l'heure, hein, le niveau de financement n'est pas très élevé, et donc quelque part ça se faisait quelquefois au détriment de l'entretien quand on était propriétaire des murs. Donc là, Eneal apporte une solution immobilière, va racheter en fait des EHPAD, les rénover et les mettre en location en fonction des capacités aussi des gestionnaires à verser un loyer, mais en garantissant cet habitat de qualité. Et pour ça, Action Logement a doté cette foncière de 350 millions d'euros. Donc, c'est vraiment des moyens importants avec l'objectif de moderniser 150 EHPAD sur les 3 prochaines années pour accompagner justement la qualité de vie dans ces établissements spécialisés.
Alors, il y a la question des financements. Je crois qu'il faut qu'on parte aussi des besoins qui sont exprimés. Et Laurence Drac, vous en disiez un mot. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur cette question-là. Ce que demandent en premier lieu les personnes qui se voient vieillir. On a une étude qui est très passionnante qui nous dit que c'est à partir de 57 ans environ que les Français commencent à se préoccuper du lieu où ils passeront leur retraite, un peu moins évidemment pour les actifs. Voilà, les actifs, les moins de 35 ans, pardon, c'est à partir de, voilà, ils se projettent, ils disent à partir de 53 ans, je vais me projeter dans le lieu où je passerai ma retraite. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français, du lieu où ils passeront leur vieux jour? Peut-être Laurence Drac et puis ensuite Nadia Bouillet. C'est une question très, très importante au sens où elle appelle plein de réponses, votre question, Jérôme. Il y a à la fois la projection dans un lieu, est-ce que je vais aller, je suis urbain, est-ce que je vais aller m'installer à la campagne? Tout le monde rêve, particulièrement après le confinement, de jardins, d'air, d'espace, de villages plus ouverts. Pour information, une personne âgée, son rayon de marche pour aller chercher son pain, aller chercher son courrier et faire ses courses de première nécessité, c'est 700 mètres autour de son domicile quand elle ne conduit pas. Donc voilà, il faut projeter aussi cela. Alors à 57 ans, on n'y pense pas. On ne pense pas que le rayon de marche à pied autour de chez soi sera 700 mètres, et on ne pense pas non plus qu'en se déplaçant, on ne va pas déplacer tous ses souvenirs, toute son histoire, tout son voisinage, toutes ses relations avec son association, son cercle de sport, ses habitudes, les voisins de l'immeuble qu'on a justement aidé pendant le confinement. Et tout ça, on ne le projette pas vraiment. Donc, il y a une irruption de la solitude, une irruption de l'isolement qui arrive aussi parfois parce que les choix n'ont pas été tout à fait bien anticipés. Les hommes souffrent plus d'isolement et de solitude que les femmes souffrent plus de précarité économique. Donc, il y a une piste peut-être là au niveau on va dire, de l'accompagnement et de la prise de conscience de ce que représente le fait de déménager, par exemple, au moment de sa retraite. Il faut l'anticiper, il faut en parler, et il faut aussi le détabouiser. On n'en parle jamais de se vieillir et de se bien vieillir. Quand on projette l'espace où on habite, on s'imagine toujours jeune et en pleine forme, et finalement pouvoir faire son petit marathon une fois par semaine ou sa course à pied. On ne projette pas du tout les années à venir. Et je crois qu'on a déjà eu cette conversation, Jérôme, ensemble, en préparant ce temps. Est-ce que, ne serait-ce qu'à Paris, en bas de chez moi ou dans nos rues, on voit des déambulateurs dans la rue? Pas du tout. On n'anticipe pas parce qu'on ne voit pas. Le vieillissement en France, il n'est pas préparé, il est plein de stéréotypes, il est plein de tabous. Et au fond, est-ce qu'on a vraiment envie de se poser la question aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment capable de se poser la question, et est-ce qu'on le fait de manière bienveillante et accueillante? Nadia Bouillet, ça pose la question de la mixité, et effectivement, la visibilité des personnes les plus âgées, c'est important, y compris pour les plus jeunes, dans la projection qu'ils se font de leurs années de vieillesse. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre, moi, je voulais illustrer un petit peu ces besoins avec une enquête qui a été faite par 3 bailleurs, la filiale d'Action Logement, auprès de 2800 seniors habitants dans le parc, pour voir un petit peu justement quels étaient leurs besoins. Et évidemment, comme le dit Laurence, la grande majorité veut rester chez elle, quoi. Et donc, en fait, ce qui ressort de cette enquête, c'est que déjà les 3/4 d'entre eux n'ont pas de GIR, donc voilà, ils n'ont forcément pas de droit ouvert derrière. Certains auraient eu des droits ouverts, mais ils ne le savaient pas. Donc déjà, ça a permis de sensibiliser. Mais aussi, beaucoup dans le parc social n'ont pas beaucoup d'aidants naturels. Donc, ce n'est pas quelque chose… et donc, quand on va vieillir… Les aidants naturels ? Par exemple, un enfant qui vient régulièrement vous rendre visite, des voisins avec qui on a des activités régulières. Donc, en fait, on pose la question et on se rend compte, l'enquête, elle a été faite auprès de ces personnes qui n'avaient pas de difficultés, mais elles ne le préparaient pas forcément. Donc, ça nous emmène à préparer quelque chose autour de ça. Et puis, ensuite, c'est des problématiques liées au domicile. Alors là, c'est très classique, je vais dire, mais la salle de bain, comment effectivement on peut la
la transformer en douche. Les volets électriques aussi. Les volets roulants sont souvent difficiles quand on vieillit, donc ça peut apparaître dans cette enquête de dire j'ai plus de mal à fermer mes volets, mais aussi des revêtements de sol qui ne sont plus adaptés, qui ont pu provoquer des chutes. Donc on a à penser l'intérieur du logement avec des adaptations, mais aussi un réseau d'accompagnement autour qui n'est pas évident, qui est pas pensé. Le relogement fait partie d'une problématique, mais je pense qu'elle arrive, ou alors il faut y aller assez tôt, comme dit Laurence, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'il faut sensibiliser quelque part au moment où on prend sa retraite. Vous disiez 57 ans, même à 60 ans, je pense que c'est important d'avoir un moment où on parle de ces sujets, on parle de l'adaptation des salles de bain. Aujourd'hui, on constate que ça arrive souvent très tard, cette adaptation. Ça va être plutôt pour les plus de 80 ans, alors que si on l'a anticipé avant, quand on se pose la question, on va peut-être se poser la question du déménagement, et au moment où on a le temps de se refaire un réseau d'amis autour. Donc, voilà, là-dessus, on a beaucoup de problématiques un petit peu différentes. L'adaptation du logement, mais aussi ce réseau de services autour à bâtir pour le bien vivre ensemble. Et donc, l'enjeu, je pense aussi, c'est d'arriver, vous parliez de 700 mètres, c'est vraiment très intéressant, c'est comment on peut reconquérir aussi des centres-villes pour loger des personnes qui sont pas dépendantes, mais qui sont plutôt seniors avec des résidences adaptées et qui vont trouver dans ces 700 mètres un certain nombre de services, parce qu'on ne peut pas construire hors sol en fait des logements dédiés. Sur cette question qui a quelque chose à voir avec l'urbanisme, mais qui a aussi beaucoup à voir avec la manière dont nous concevons nos villes, Laurence Drac, il y a un énorme travail à faire sur la manière dont les centres-villes sont organisés pour que la solidarité soit visible. Et accessible, parce qu'en fait, comme le disait Nadir très justement, la solidarité, elle est bien là. Les gens s'entraident, les gens ont envie de s'aider. Évidemment, les familles, on parle des aidants naturels, les plus proches, mais il n'y a pas que ça. On a vraiment entendu parler pendant le premier confinement de toute cette solidarité extraordinaire qui se met très naturellement en place. Et évidemment, plus elle est proche, plus l'école primaire est proche de la maison de retraite, plus la colocation entre 2 ou 3 seniors qui ont décidé de s'installer dans la maison de l'un d'entre eux parce qu'elle était grande et qu'une dame était seule, un monsieur était veuf. Voilà, on décide de cohabiter avec des espaces qui nous permettent de partager des temps ensemble. Si tout cela est en plein centre-ville, au milieu de l'action, de la vie trépidante, alors évidemment les personnes seniors se sentiront invitées aussi à devenir utiles pour les autres, à transmettre leur savoir, à venir aider pour le jardin participatif, à faire à participer, je sais pas, dans des histoires de cuisine, de couture, de transmission de savoir-faire. Voilà, ils sont multiples et extraordinairement riches. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans les maisons de retraite où on invite je sais pas, des écoles primaires à aller rencontrer des personnes âgées. Ça marche à tous les coups. Les enfants et les personnes âgées en tirent le meilleur. À tous les coups, ça fonctionne. Les activités artistiques et culturelles sont extraordinairement bonnes. Elles ne sont pas bonnes que pour la santé et pour reculer le plus tard possible les maladies dégénératives. Elles sont aussi bonnes pour le lien social. Il n'y a pas mieux que faire ensemble. Donc, si les personnes sont en plein centre-ville, évidemment, au-delà de toute la problématique de l'accessibilité, de, en effet, pouvoir descendre de chez soi facilement, y remonter facilement et aller à la boulangerie facilement, il y a aussi une question de visibilité de la personne et puis aussi d'attention. Nadia parlait d'un élément extrêmement important sur l'évolution du logement. Il faut aussi penser à la sécurité de la personne. Le revêtement, il faut le changer et il faut aussi prévenir quand la personne tombe. C'est le petit bracelet connecté. Et on va aussi surveiller lorsqu'on est dans la rue ou dans ces temps de partage collectif. La personne se dégrade, on va le voir et on va pouvoir lui parler et lui dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas longtemps vous êtes allé voir votre thérapeute ou peut-être votre médecin? Je trouve, Madame Mireille, que vous êtes plus fatiguée ces jours-ci, est-ce qu'on peut en parler? C'est là que ça se tient. C'est pas dans des dispositifs hyper compliqués, hyper conceptuels avec des noms pas possibles. C'est quand on réapprivoise le béguinage depuis plusieurs années, c'est un truc qui est vieux comme le monde.
Il suffit en fait de faire ressurgir la solidarité là où elle est naturelle. Mais vous semblez dire en fait que les dispositifs conçus d'en haut sont non pas voués à l'échec, mais peut-être moins efficaces que des initiatives locales et individuelles. Je pense qu'il faut tout favoriser. Je pense qu'il faut évidemment avoir des dispositifs, comme vous le dites, vus d'en haut, parce que je pense à la loi Elan ou à des choses comme ça qui permettent de mettre des choses en œuvre et qui stimulent aussi, parce qu'on fait savoir. Donc c'est très très important ces grands dispositifs. Et ils favorisent, on rappelle, enfin, nous, Fondation par exemple, nous vivons de la générosité parce qu'elle est encadrée par la loi mécénat. Donc ça vient d'en haut, c'est important hein, pour nous. Et puis évidemment, favoriser la vie associative locale, l'engagement de proximité, et qui n'est pas forcément d'ailleurs orchestré ou organisé. Il y a beaucoup de solidarité naturelle, et vous allez poser la question à votre voisin, que faites-vous pour les autres? Oh ben moi, rien. Et puis vous voyez la personne aller chercher une baguette de pain pour sa voisine, aller faire ses courses pour une nièce. Hein. On n'y pense même pas. Alors, parfois, il faut savoir mettre en lumière ou laisser aussi les gens vivre avec discrétion leur solidarité. Je voudrais, Nadia Bouillet, qu'on s'arrête avec vous quelques instants sur quelque chose qui a été un thème qui a été abordé au tout début de notre échange, qui est celui des EHPAD. En rebondissant d'abord sur ce que disait Laurence Drac, le fait que la plupart des seniors ont envie de vivre et de mourir chez eux. Je donne d'ailleurs ce chiffre d'une étude IFOP qui date de 2019. 85% des seniors envisagent de vieillir dans leur logement actuel. Vous avez évoqué, Nadia Bouillet, la fragilité du secteur des EHPAD mis en lumière par la crise du Covid. Vous disiez que c'est un secteur très atomisé. Certains disent que ce modèle des EHPAD est carrément obsolète. Que répondez-vous ? Alors, moi, je pense qu'il faut toujours aller de l'avant et se dire comment on peut prendre le mieux de chacun des modèles. Et donc là, la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, et ça commence à se faire, mais ça vaudrait la peine de mettre en lumière ces initiatives, de les partager et d'avoir un retour, c'est comment… dans une commune, vous avez des locataires fragiles dans le parc social qui sont vieillissants, ou dans le parc privé d'ailleurs, et vous avez un EHPAD, comment on peut faire bénéficier de ces personnes âgées des services de l'EHPAD qui est à proximité de chez eux, mais chez eux. Donc, cet EHPAD hors les murs. Et donc, ça pose une question, je pense, aussi là-dessus. Ça ne rentre pas dans une case. Donc, on a un sujet de financement de tout ça. Donc, il y a une vraie solution, c'est-à-dire se dire, on a des EHPAD aujourd'hui qui sont dans des territoires, on a des besoins qui vont être de plus en plus croissants dans le parc actuel, et donc comment on arrive à faire bénéficier finalement ces locataires, et ça se fait aujourd'hui dans plusieurs territoires, mais c'est toujours sous le label de l'innovation. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve ce modèle et qu'on y travaille. Donc ça, c'est voilà, une première réponse. Puis peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Laurence tout à l'heure sur l'intergénérationnel, je crois que c'est aussi quelque chose de très important. Donc là, ça peut venir d'en haut. Il y a un concept de résidence intergénérationnelle, donc ça parle, mais en fait, en vrai, ça n'existe pas hein, juridiquement. C'est-à-dire que c'est des résidences qu'on a labellisées comme ça. Et je dirais, dans la force des choses, il y a une acceptation aussi de l'administration qu'il y ait des parties de ces logements qui soient réservés, attribués à des seniors, et puis le reste de la résidence est attribué à des familles ou à des jeunes. Quelquefois, c'est vraiment étudiants et seniors. Et je pense que ça aussi, ce type de concept est vraiment amené à se développer de façon importante parce que ça, quelque part, on crée les conditions du lien. Et alors justement, peut-être préciser à quelles conditions, selon vous, ce type de modèle peut se développer. En quoi la puissance publique d'un côté, les entreprises, éventuellement même le secteur associatif peuvent aider à développer le type de solution que vous venez d'évoquer. Alors, sur l'intergénérationnel, je pense que c'est l'acceptation d'une certaine souplesse, c'est-à-dire que, je veux dire,
c'est pas toujours simple d'avoir les agréments de logement social. Donc, et puis là, ils vont vous dire, ah oui, mais les attributions, donc c'est une négociation de dire on va attribuer une part, mais je pense que ça se fait, justement, l'intelligence locale se fait. Et puis, comme Laurence parlait de la loi Elan, il y a plusieurs choses dedans. Il y avait notamment l'élargissement ou la capacité pour les bailleurs sociaux d'apporter certains services ou d'avoir voilà, d'autres types d'activités. Et aujourd'hui, on a aussi des pôles médicaux qui peuvent être en pied d'immeuble, par exemple. Et ça aussi, ça peut être une solution de concevoir vraiment voilà, la maison médicale, la pharmacie, vous voyez, et puis au-dessus, une résidence intergénérationnelle. Et on a de plus en plus des projets comme ça. En Outre-mer, là, on a un projet à Saint-Paul-de-la-Réunion avec une résidence 14 logements seniors et sur 38. On a ça près d'Orléans. Enfin, je pense que partout sur le territoire, ce type de résidences, elles sont appréciées et en fait encouragées par les politiques locales de l'habitat. Donc, on a des solutions sur cette partie-là. Après, sur la deuxième partie, je pense que là-dessus, le modèle n'est pas encore trouvé. Et ça nous renvoie à la question du financement qu'évoquait Laurence. Il y a une question qui nous est posée par Marianne Decaux, qui est l'une de nos auditrices, qui nous demande, voilà, que pensez-vous de ces nouvelles unités de vie co-living? On est en plein dans notre sujet, qui mixent les générations, les familles, les étudiants, les seniors. Et je vous pose la question, Laurent Drac, en la complétant, parce qu'on pressent qu'il peut y avoir des résistances de la part des populations plus jeunes. Est-ce qu'elles résistent ou est-ce qu'au contraire, elles peuvent être enthousiastes à l'idée d'aller vivre au même endroit que des personnes très âgées? Je vais être très politiquement incorrecte, mais je crois qu'il y a autant de résistance de la part des jeunes que des plus âgés. Le regard qu'on pose sur celui qu'on ne connaît pas peut être toujours un petit peu chargé de pics de hérisson. Mais oui, il y a des résistances, et c'est pour ça que l'incitation, elle est très importante, et ça veut dire qu'il faut de la pédagogie et sans doute Pardon, l'incitation financière, par exemple? Notamment, elle peut être fiscale, elle peut être financière, elle peut être de multiples formes, mais ça veut dire aussi qu'il faut en parler dès l'école. Il faut parler dès l'école de ces possibilités, et quand on prépare, les enfants préparent avec Parcoursup, ils ne pensent pas nécessairement à leur logement, on pourrait tout à fait imaginer des modules voilà, de logement, des jeunes qui vont habiter chez des personnes plus âgées. Ça se fait de plus en plus, hein. Il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Cependant, quand on parle par exemple d'un site qui s'appelle Logservice, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas de la publicité, il n'y a que 6% de demandes pour de la colocation qui partent de personnes de plus de 60 ans, 6% seulement. Donc c'est encore très peu pratiqué, et la colocation, elle peut se faire évidemment entre seniors, elle peut se faire aussi avec des plus jeunes. Une personne, ça touche beaucoup les femmes veuves, dans un appartement un peu grand ou une maison un peu grande, c'est pas évident de penser qu'on va pouvoir inviter un jeune à venir. Il y a beaucoup d'appréhension de part et d'autre. Ça veut dire qu'il faut se former, il faut faire de la pédagogie, il faut sans doute faire un peu de publicité là-dessus et parler des bienfaits de ces colocations ou de ces vies, je dis colocation parce que j'ai des jeunes, mais les bienfaits qui sont de ces vies communes. Les bienfaits de cette vie commune, on les imagine, mais ça va mieux en le disant. Les bienfaits sont selon vous, de cette vie commune, entre voilà, ce partage entre les générations? D'abord, je crois qu'on a beaucoup à apprendre à vivre ensemble, quel que soit l'âge et quel que soit le parcours de vie, et surtout quand on ne se connaît pas. On apprend énormément en vivant avec quelqu'un qui n'est pas forcément de sa famille. On apprend un parcours nouveau, on apprend des connaissances nouvelles, et puis on apprend aussi le frottement des générations qui est absolument utile. Ouais, je ne te comprends pas du tout, là. Vraiment, Internet, tes réseaux sociaux, tu es sur 50 000 applications de Snapchat, moi, je n'y comprends rien. Ah ben ça tombe bien, j'avais envie de vous apprendre, est-ce que vous ne voulez pas qu'on ouvre un compte ensemble? Ça fait partie de ces toutes petites choses du quotidien, ou alors de raconter ses souvenirs, d'inviter aussi à vivre un autre moment d'histoire et qui peut être pas forcément très, très éloigné. C'est tellement plus facile de parler à un autre qu'à sa famille. Surtout quand on est adolescent, post-ado, jeune adulte, on a tant de choses à construire, son identité à construire et à inventer au fond. C'est quand même plus facile de l'inventer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans une résidence un petit peu protégée d'une certaine manière. Mais alors, je vais me faire
Sinon, l'avocat du diable, en tout cas, voilà, je vais vous questionner parce que d'ailleurs, ça rejoint une question qui est posée à l'instant par Antoine Gérard, qui est lui aussi l'un de nos auditeurs, qui dit mais pourquoi chercher à forcer cette mise ensemble, cette mise voilà, ensemble on peut dire que ces solutions sont bien, très sympathiques et sûrement très enrichissantes pour les personnes qui les expérimentent, mais vouées à être marginales. Est-ce que c'est votre sentiment? Puis je vous poserai la question à Nadia Bouillet aussi. Nadia, je vais vous laisser répondre, mais moi je vais vous dire, il y a quand même urgence parce que d'abord les gens souffrent de solitude, les jeunes et les seniors. Par ailleurs, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont du mal à payer leur logement. Ils ont du mal à avoir accès à leurs droits. Donc, cette possibilité, je ne dis pas qu'il faut la forcer, mais il faut la favoriser parce que c'est une réponse à une forme de paupérisation et à une forme de moyens insuffisants, et pour les jeunes et pour les seniors, qui va probablement s'intensifier au moment où aujourd'hui on a 13,5 millions de personnes de plus de 60 ans en France. Elles seront près de 20 millions dans 20 ans et elles seront plutôt près de 25 millions dans 50 ans. Et là-dessus, vous ajoutez, il me semble, je dis peut-être une bêtise, je crois, que nous aurons 4,5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2070. Donc, il va quand même, et avec tout, alors, pour le coup, je parle depuis ma vision de fondation de lutte contre l'exclusion qui s'occupe des plus vulnérables. Pour rester chez soi dans de bonnes conditions, il faut des moyens. Et pour cela, il va quand même falloir aider les personnes seniors à garder leur emploi, à conserver leur employabilité, à pouvoir avoir un emploi complémentaire à leur retraite lorsqu'ils en ont. Tout le monde n'a pas aujourd'hui de retraite et on compte un certain nombre de centaines de milliers de personnes qui touchent l'allocation l'allocation pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Donc, il y a quand même un problème structurel auquel peut répondre cette colocation, cet habitat partagé. Je ne dis pas qu'il faut l'obliger, mais c'est une réponse à une pauvreté possible aussi. Alors, je vous pose la même question à vous, Nadia Bouillet, de là où vous êtes, à Action Logement. Ces solutions de cohabitation entre des générations différentes, est-ce qu'elles sont vouées à rester marginales ou est-ce qu'il y a moyen de les organiser mieux pour qu'elles deviennent culturellement beaucoup plus répandues? Alors bon, je ne vais pas paraphraser ce que dit Laurence, mais je pense que c'est très important il y a pas, dans nos propos, il n'y a pas d'obligation du tout. Mais il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, voilà, revenons sur l'Île-de-France, ça va être simple, comme ça, c'est un peu, mais partout en France, vous avez des problématiques comme ça. Mais en Île-de-France, on a 750 000 demandeurs de logements sociaux. On a 60 000 attributions chaque année. Il y a une pression très, très forte des loyers et du social qui permettent à des personnes d'être logées, alors que dans le privé, c'est impossible de se loger dans des bonnes conditions. Donc, on a une demande très forte. Vous avez des personnes qui sont vieillissantes dans des grands logements sociaux, par exemple, et qui sont plus adaptés. Ils ont des demi-étages à monter avec leurs courses, etc. Donc là, il peut y avoir un enjeu de leur proposer des logements typiquement dans des résidences intergénérationnelles bien placées, à côté des transports en commun, à côté d'un pôle hospitalier, voyez, et donc vous libérez à ce moment-là un grand logement qui sera occupé par une famille. Et dans cette résidence intergénérationnelle, voilà, il n'y a pas on peut être tout à fait sans dépendance, etc. Mais on est dans un environnement qui a été pensé avec justement ces services à proximité et puis aussi de la jeunesse dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'on ne va pas stigmatiser que des personnes âgées dans un immeuble, mais bien avoir cette mixité. Et là, vous allez faire, je dirais, un triple gain, quoi. Une famille qui a un logement, une personne âgée qui a trouvé un environnement agréable, peut-être pas très loin d'ailleurs de chez elle, et puis des étudiants qui viennent aussi dans cette même résidence. C'est vrai que c'est tout le monde y gagne. Et sur les logements neufs, c'est plus facile de conceptualiser ça. Après, sur le stock, aujourd'hui, c'est de la couture fine. Donc, évidemment, il n'y a jamais d'obligation. La colocation dans le parc social, elle est possible depuis, de mémoire, 2009. Donc, la loi à l'époque Moll, qui avait autorisé ça. Elle a été aussi améliorée dans les différentes lois à venir. Mais ce n'est pas du tout évident. Donc, on peut louer une chambre dans son appartement, ce qui permet aussi de payer son loyer plus facilement. C'est pas facile.
facile. Et puis, je pense que ça marche bien quand on a une association qui fait ce lien, qui, quelque part, à Paris, des couples aussi, ça ne sera jamais quelque chose de très simple. Par contre, je crois plus, moi, à ces résidences un petit peu partagées auxquelles on a réfléchi au sujet en amont, quoi. Mais ça rejoint d'ailleurs, parce que vous venez de parler, Nadia Bouillet, de la question des logements neufs. Évidemment, c'est plus facile à organiser dans du neuf. Il y a une question un peu technique, mais qui est très intéressante et qui vous est sans doute plus particulièrement adressée par Nassim Moyoussi, qui nous dit, voilà, est-ce qu'on peut envisager de construire des habitats plus hybrides en matière de services et d'usages, plus polyvalents? Tout à fait. Et c'est là qu'on bute avec des questions réglementaires. Mais voyez la notion d'habitat modulable, de pièces en plus. Donc là, il y a des expériences là-dessus. On va s'amuser quand on va faire de la convention APL. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup justement au pouvoir d'initiative et à justement derrière essayer de trouver avec une expérience la capacité derrière de généraliser quelque chose. Parce que c'est très important ce que vous dites, parce que là, on est bien d'accord. Vous nous dites que la réglementation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, pour le coup, peut être un élément un peu bloquant, c'est ça? Bien sûr, c'est-à-dire là, il y a une résidence d'un de nos bailleurs qui est donc en conception et en construction. Elle n'est pas encore livrée, hein, à Gif-sur-Yvette, avec cette idée de la pièce supplémentaire où l'appartement peut être modulé 2 pièces, 3 pièces, pareil pour un autre, et sinon il peut y avoir un studio au milieu. Donc ce type de concept, je dirais, c'est simple à comprendre, ça peut s'adapter, et puis ça va être compliqué à contractualiser. Mais ou d'autres choses, c'est des espaces de vie en fait dans les immeubles, et ça, je crois que c'est pas mal parce que ça permet d'organiser des activités justement autour de l'habitat. Donc, créer en amont des lieux en commun. Laurence Drac, peut-être sur ce volet, je vous voyais sur ce point-là. Chef, oui, évidemment, nous, on est très tiers lieux, des lieux gratuits, des lieux neutres, des lieux où on va pouvoir se croiser un peu par hasard et se rencontrer pour faire du sport, lire ensemble, partager, discuter, jouer aux cartes ou autres, et faire toutes les activités dont je parlais tout à l'heure. Mais ça se pense avant, parce qu'aujourd'hui, c'est le hall d'immeuble, quand on habite dans un immeuble, qui joue un peu cette carte. On peut tout à fait imaginer d'autres choses. Alors, dans les résidences autogérées, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, hein. Il y a plein de résidences où il y a déjà ce type de lieu de partage, mais on pourrait en effet l'intensifier. Mais ça se heurte quand même au prix de l'immobilier, notamment en région parisienne. Absolument, ça se heurte au prix de l'immobilier. C'est pourquoi il va quand même falloir trouver des solutions. Et lorsque l'auditeur demandait tout à l'heure, est-ce qu'il faut pousser et pourquoi est-ce qu'on force un peu? Non, on ne force pas du tout. Et comme disait Nadia, tout le monde est libre de choisir. Cependant, on a quand même un problème de lien social. On a un problème de risque, de d'effritement, de voir ce pays avec des générations qui ne se comprennent plus, une ruralité qui est de plus en plus éloignée, des villes qui sont de plus en plus resserrées, et il faut quand même trouver des lieux d'échange. On est allé même jusqu'à essayer des choses qui marchent très très bien dans des maisons de retraite, par exemple, de créer le jardin participatif de la ville et dans la maison de retraite. Alors là, pour faire accueil et montrer que les gens peuvent vivre ensemble, il n'y a pas mieux. Ou de faire, je ne sais pas, la restitution du spectacle de danse de l'école ou du spectacle de musique du conservatoire à la maison de retraite, ou à l'inverse d'inviter les résidents de la maison de retraite et pourquoi pas de la maison médico-sociale à côté. Hein. Il y a aussi plein de choses à faire. Il n'y a pas que l'intergénérationnel extrême. Il faut aussi penser inclusion en général. Il faut penser à l'inclusion du handicap à tous les âges. Il faut penser que, évidemment, le parcours n'est pas linéaire. On n'est pas à 30 ans en pleine forme. À 45 ans, on se pose la question de comment on sera à 85. À 60, on se repose la question parce qu'on commence à voir les premiers signes du vieillissement. Et puis ensuite, le parcours est beaucoup plus complexe et beaucoup plus, j'allais dire, chargé de surprises. Il ne faut pas toutes les anticiper, évidemment, mais il faut rendre cette société et donc le logement plus accueillant de toutes ces réalités qui viennent s'agglomérer, j'allais dire, s'accumuler tout au long de la vie et qui touchent toutes les familles.
Ce qui est très intéressant, et je terminerai par ça, par cette réflexion que je vous livre à l'une et à l'autre, et j'aimerais avoir votre réaction. On est parti de choses très concrètes. On a parlé aussi bien de financement que de salles de bain, de rénovation des sols, etc. Et on arrive à des questions culturelles qui sont la visibilité de nos seniors, que ce soit dans la rue, dans les parties communes des immeubles. Au fond, c'est un combat qui est aussi dans la tête de chacun de nos concitoyens. Nadia Bouillet? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a vraiment là-dessus, on va tous vieillir, on est tous concernés et voilà, c'est quelque chose qu'on élude. On a une société qui aime pas voir ça. Et puis voilà, la gestion du Covid nous montre aussi cette peur de la mort. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrible, d'assez ancré. Et donc, on va tous vieillir. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment partir des besoins et assumer et le faire, l'organiser, d'en parler à des moments clés de la vie. C'est pas quelque chose de tabou. Ça doit être, si on peut en parler dès la maternelle, c'est encore mieux. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est un sujet qu'il faut aborder. Et plus on va le rendre naturel, plus ça sera facile de l'aborder et d'accompagner justement ce vieillissement au mieux, puisque notre population, et on le disait en introduction, la part des plus de 60 ans va représenter voilà, plus d'un tiers de la population. Et je crois qu'en 2070, on va avoir 270 000 centenaires. Donc, on a là un enjeu majeur de société. Et donc, vraiment, merci déjà pour ce live aujourd'hui, parce que c'est aussi dans des moments comme ça qu'on peut partager ensemble ce sujet. Laurence Drac, sur cette nécessité justement de mieux communiquer sur ces questions de vieillissement. Là, c'est moi qui ne vais pas paraphraser Nadia parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais en effet, et Nadia assume de dire, on a peur de la mort. Je vais juste ajouter, on a aussi peur de la dépendance. On a terriblement peur de vieillir, on a peur d'être moins en forme. On se projette tous dans une espèce d'âge d'or dans lequel on pourrait sautiller dans tous les sens, ce qui finalement ne dure pas si longtemps que ça. Je crois qu'il faut vraiment casser les murs, casser les tabous, en parler, se former, comprendre. Voilà, c'est quoi la dépendance et pourquoi, au fond, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des EHPAD pendant la crise Covid et on a aussi, en parlant des EHPAD, éloigné le problème, puisque le problème n'est que dans les EHPAD. Or, la plupart des gens ne sont pas dans les EHPAD. Il y aura 1 million de personnes dans les EHPAD dans 10 ans, mais où sont tous les autres? Tous les autres sont parfois seuls dans une maison tout près de chez moi, dans mon village, dans mon quartier, dans un appartement tout proche. Donc, il faut quand même qu'on fasse cet effort de pédagogie pour parler un peu de vieillesse, casser les stéréotypes. Et ça commence dès l'entreprise, puisque le Landois s'adresse beaucoup aux entreprises, de parler, d'anticiper très tôt et de promouvoir un senior actif à tout moment, à son rythme, à son niveau, et même dans les âges les plus âgés, si je puis dire, il a quelque chose à faire et à transmettre, y compris lorsqu'il est extrêmement fatigué, et pas dans un sens de travail, mais justement de participation, j'allais dire presque d'intérêt général, mais de vieillissement actif en fait. Mais il faut voir l'activité au sens très large. Merci beaucoup. Je retiens en tout cas l'appel effectivement à parler de tous ces sujets au sein des entreprises et pas seulement d'ailleurs à l'école, comme ça a été dit. Merci infiniment Nadia Bouillet et Laurence Drac pour cet échange très, très riche, comme nos précédents échanges dans le cadre du live Landois. Je remercie toutes les équipes de Bayard aussi, bien entendu, Sybille Lemaire, Béatrice Destresse, Hélène Husso, Yvonne Herblin. Benjamin Bousquet aussi pour la Croix qui s'est fait votre ambassadeur pour les questions, et Samuel Rowe qui a réalisé ce live. Le prochain rendez-vous du live Landois, ce sera le vendredi 11 juin à midi. Nous serons à quelques jours des élections régionales et comme les transports sont une des prérogatives de nos régions, nous parlerons mobilité et région. Quels sont les nouveaux enjeux? Ce sera notre question. Donc rendez-vous le 11 juin à midi. Merci et très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.